Mesdames, Messieurs, les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis, semant l'effroi aux abords du Stade de France, dans les rues parisiennes, dans la salle de concert du Bataclan, ont troublé gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur et troubleront à jamais la vie des proches des 130 victimes décédées, 683 personnes blessées et de leurs proches. Je souhaite ce soir, alors que Jawad Bandaoud a été déféré aujourd'hui à l'issue de 6 jours de garde à vue, vous faire un point sur l'enquête de flagrance conduite pendant 11 jours sous la direction de la section antiterroriste du parquet par des enquêteurs de la sous-direction de l'antiterrorisme, de la section antiterroriste de la police judiciaire de Paris et de la direction générale de la sécurité intérieure. Mon parquet a ouvert ce jour une information des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat en bande organisée, tentatives d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en bande organisée, séquestration en bande organisée, acquisition, détention, cession d'armes de catégorie A et B en bande organisée, fabrication d'engins explosifs, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation d'atteintes aux personnes, recel de malfaiteurs terroristes, toutes infractions en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. J'ai aussi requis l'ouverture de l'information du chef de direction d'une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes et association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes visés au premièrement de l'article 421-1 du Code pénal et enfin financement du terrorisme. Cette information est confiée à 6 magistrats instructeurs du pôle antiterroriste et ce sont en tout 5339 procès-verbaux qui ont été dressés en 11 jours d'enquête. Je cite ces données chiffrées car elles sont révélatrices du travail colossal qui a été fourni par les enquêteurs et par l'ensemble des magistrats du parquet. La situation exceptionnelle, engagement exceptionnel de tous, réunis dans la lutte contre le terrorisme et dans la prise en charge et l'accompagnement des victimes. Et à cet égard, je voudrais souligner la très grande mobilisation de tout le personnel de l'Institut médico-légal de Paris, qui est parvenu à réaliser l'ensemble des autopsies et des examens de corps nécessaires dans les meilleurs délais, ce qui nous a permis de délivrer la quasi-totalité des permis d'inhumer avant vendredi soir. Je voudrais donc vous faire part des avancées des investigations depuis le dernier point presse du mercredi 18 novembre, après l'assaut du raid à Saint-Denis. Un mot d'abord sur les constatations effectuées dans l'appartement conspiratif rue Corbillon à Saint-Denis. À ce jour ont été découverts dans les décombres un pistolet automatique de marque Browning calibre 9 mm et son chargeur vide, des éclats de grenades et des gilets explosifs. Et 2 gilets explosifs, pardon. Il ressort du rapport du raid que les terroristes ont non seulement riposté à l'intervention du raid par des tirs nourris, mais qu'ils ont également fait usage de grenades offensives lancées depuis l'appartement. L'ensemble des gravats a été placé sous scellé afin que leur exploitation puisse se poursuivre à la recherche de tous les indices possibles. J'en viens aux avancées de l'enquête quant au rôle des terroristes décédés, quant à celui d'individus en fuite et quant à celui enfin de Jawad Bandaoud en cours de présentation devant les magistrats instructeurs. S'agissant d'abord des avancées des investigations quant aux terroristes décédés. Concernant d'abord Abdelhamid Abaoud, mort au cours de l'assaut du raid contre l'appartement. L'ADN d'Abdelhamid Abaoud, vous le savez, a été identifié sur un fusil d'assaut Kalachnikov, une lampe frontale et divers objets découverts dans le véhicule Seat abandonné à Montreuil, qui était utilisé par le commando ayant tiré sur les personnes qui étaient attablées en terrasse de café ou de restaurant. Les investigations en matière de téléphonie conduite ont permis d'attester que la ligne utilisée par Bilal Hadfi a été en relation soutenue le soir des attentats entre 20h40 et 21h21 avec une ligne utilisée de manière très probable par Abdelhamid Abaoud. Après 22 heures, moment où le véhicule Seat est abandonné à Montreuil, cette ligne est localisée à 22h15 à Montreuil et à 22h28 à Nation, ce qui va être corroboré par l'exploitation des vidéosurveillances de la RATP.
En effet, Abdelhamid Abaoud est vu à 22h14 à la station de métro Croix de Chavaux, en compagnie d'un second individu non identifié, puis à 22h26, où tous deux vont sortir à la station Nation. En outre, la géolocalisation de la ligne présumée d'Abdelhamid Abaoud a attesté, entre 22h28 et 0h28, d'une présence dans les 12e, 11e et 10e arrondissements, et notamment à proximité de la salle de concert du Bataclan. Ainsi donc, on peut penser que Abdelhamid Abaoud est revenu sur les scènes de crime après les attentats commis sur les terrasses des cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements, et alors que la BRI intervenait encore au Bataclan. L'information va devoir s'attacher à déterminer avec précision l'emploi du temps d'Abdelhamid Abaoud, ainsi que de l'individu aperçu à ses côtés dans le métro entre la nuit du 13 au 14 novembre et celle du 17 au 18 novembre. Les investigations téléphoniques ont permis d'établir qu'Abdelhamid Abaoud a pu se trouver entre La Courneuve et Aubervilliers dans les 48 heures précédant le rendez-vous avec sa cousine Asna Aïd-Boulassen. À ce stade des investigations, il est en effet établi l'implication d'Asna Aïd-Boulassen, née, je vous le rappelle, le 12 août 1989, cousine d'Abdelhamid Abaoud, dans la recherche de lieux de repli de ce dernier. Il apparaît sur ce point qu'Asna a été contactée le 15 novembre par une ligne belge pour fournir à son cousin un logement. Elle a à cette fin été mise en contact avec Jawad Ben Daoud, qui, contre rémunération, a proposé de mettre à disposition un appartement de la rue Corbillon à Saint-Denis. Elle a finalement retrouvé Abdelhamid Abaoud le mardi 17 novembre à 22h, rue des Bergeries à Aubervilliers, où il l'attendait, dissimulé derrière un buisson, en compagnie d'un second individu, non identifié à ce stade, pour ensuite rejoindre tous les deux la rue Corbillon, où ils sont donc arrivés tous les trois donc avec la cousine d'Abaoud Asna vers 22h45. Les différents éléments d'enquête permettent de démontrer qu'Asna Aïd-Boulassen était parfaitement au courant de l'implication de son cousin dans les attentats du 13 novembre et que c'est donc sciemment qu'elle est intervenue pour favoriser son repli et sa fuite. À l'issue de l'assaut, Asna Aïd-Boulassen a été retrouvée morte par asphyxie à la suite très vraisemblablement de l'explosion du premier kamikaze et de l'effondrement consécutif du plancher. J'en viens au terroriste kamikaze de l'appartement conspiratif de Saint-Denis. Le deuxième, donc, il n'a toujours pas été identifié. Nous disposons toutefois d'un ADN et d'empreintes papillaires exploitables qui ne ressortent pas dans les fichiers français, ça ne matche pas. Mais c'est un élément important, cet ADN correspond à un ADN qui avait été mis en évidence sur un fusil d'assaut Kalachnikov saisi dans le véhicule Seat. Ce qui permet de supposer qu'il est peut-être le troisième homme du commando des terrasses. Il apparaît qu'il a fait usage d'un dispositif explosif avec boulon, contrairement à ce qui avait pu vous être indiqué dans un premier temps sur la femme kamikaze. Il a fait usage d'un dispositif explosif avec boulon, similaire à ceux utilisés par les autres terroristes kamikazes. Enfin, des éléments sur lesquels je ne peux et ne veux être plus précis et qui ne sont apparus que le 19 novembre, laissent penser que les deux terroristes, Abaoud et l'homme retrouvé à ses côtés dans l'appartement, avaient un projet d'attentat qui consistait à se faire exploser le mercredi 18 ou le jeudi 19 novembre à La Défense. Quelques éléments maintenant sur les deux terroristes identifiés nommément visés par le réquisitoire introductif et qui sont activement recherchés. Le premier, c'est Salah Abdeslam, né le 15 février 1989. 15 février 1989, une empreinte papillaire qui correspond à celle de Salah Abdeslam a été identifiée sur un emballage de téléphone portable découvert en perquisition au pavillon de Bobigny, dans lequel a été aussi saisi un morceau de tissu similaire à celui retrouvé sur les ceintures explosives utilisées par les terroristes. L'ADN de Salah Abdeslam est également identifié à partir des prélèvements effectués dans le véhicule Clio, retrouvé, je vous le rappelle, dans le 18e arrondissement, place Albert Kahn, et en particulier sur la clé du véhicule. Je vous rappelle qu'une exploitation vidéosurveillance permet d'établir que ce véhicule Clio est vu arriver
place Albert Kahn, en provenance de la porte de Clignancourt, à 21h59, le soir des attentats, sans qu'il soit possible à ce stade de distinguer le ou les occupants. À ce stade, une des hypothèses sur lesquelles travaillent les enquêteurs est que Salah Abdeslam a pu véhiculer le commando du Stade de France, déposer les kamikazes et s'être ensuite rendu dans le 18e arrondissement. Les enquêteurs ont pu déterminer le parcours de Salah Abdeslam après exploitation téléphonique. Et il est d'ores et déjà établi que Salah Abdeslam a acheté une puce téléphonique rue d'Oudoville dans le 18e arrondissement le soir des attentats, à 22h30 très précisément, puisqu'il a immédiatement activé. Il est ainsi apparu qu'il a passé plusieurs appels en Belgique sur des lignes attribuées à Hamza Atou et Mohamed Amri, qui, je vous le rappelle, ont été interpellés, arrêtés et placés sous mandat d'arrêt en Belgique, qui allaient finalement venir le récupérer et repartir avec lui en direction de la Belgique au petit matin. Ce téléphone portable de Salah Abdeslam borne ensuite à Montrouge à 23h17, à Bagneux à 23h30 et entre 0h16 et 5h27 à Les Vauban à Châtillon. Vous savez qu'une ceinture explosive, dont l'analyse est toujours en cours, a été retrouvée non loin de là par les services des encombrants hier, rue Frédéric Chopin, à proximité donc des lieux où a borné son téléphone la nuit des attentats. Comme vous le savez, dans un communiqué qui a été diffusé immédiatement après les attentats, il était mentionné par l'État islamique la commission d'un attentat dans le 18e arrondissement. Les investigations devront donc s'attacher à déterminer si une action kamikaze de Salah Abdeslam devait avoir lieu dans le 18e et pour quelle raison elle n'a pas été commise. Enfin, la vidéosurveillance d'une station essence dans l'Oise le 11 novembre dernier a permis d'attester la présence de Salah Abdeslam à bord du véhicule Clio en compagnie d'un deuxième individu qui sera identifié comme un belgo-marocain sur lequel je reviendrai. Ces deux individus sont également apparus quittant Bruxelles le 12 novembre vers 3h du matin. Ils sont aperçus à proximité des véhicules Clio et Seat. À ce jour, Salah Abdeslam est en fuite et la coopération internationale, notamment avec les autorités judiciaires et policières belges, se poursuit pour le localiser. Au vu de ces éléments, j'ai requis à son encontre la délivrance d'un mandat d'arrêt international et j'ai également requis la délivrance d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'individu belgo-marocain dont je vous parlais tout à l'heure. Comme je vous l'ai indiqué, je le répète, il s'agit de l'individu aux côtés de Salah Abdeslam, vu à ses côtés le 11 novembre dans l'Oise, puis au départ de Bruxelles le 12 novembre à 3h du matin. Ces traces ADN ont aussi été mises en évidence dans le véhicule Clio. De nombreuses investigations en lien avec les autorités belges sont bien sûr en cours afin de déterminer son rôle exact. Et donc, à l'instar de Salah Abdeslam, j'ai requis délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre. Outre ces deux individus, les investigations se poursuivent afin d'identifier et de localiser tous les co-auteurs et complices des terroristes, qu'il s'agisse de commanditaires, d'exécutants, de financeurs ou de logisticiens. Ainsi, les investigations menées jusqu'à aujourd'hui, je pense notamment à des relevés d'empreintes papillaires et génétiques et à la téléphonie, permettent de déterminer de façon assez précise la composition des différents commandos qui ont opéré le 13 novembre, ainsi que leur organisation. Le commando du Stade de France logé à Bobigny, vraisemblablement conduit en Clio par Salah Abdeslam en direction du Stade de France, composé de Bilal Hadfi et de deux individus décédés utilisant les identités de Ahmad Al-Mohammad et de Mohamed Al-Mahmoud. Ces deux individus ont tous deux été contrôlés par les autorités grecques le 3 octobre 2015 sur l'île de Léros. Le commando ensuite, deuxième commando, qui est le commando du Bataclan, logé à Alfortville, parti de cet hébergement à 19h40 à bord du véhicule Polo, composé d'Ismaël Mostefaï, Sami Amimour et d'un troisième individu décédé et toujours non identifié à l'heure où je vous parle. Enfin, le commando des attaques des terrasses en plein cœur de Paris, composé d'Abdelhamid Abaoud, de Brahim Abdeslam et d'un troisième individu non identifié, qui, je le répète, pourrait être le kamikaze de l'appartement de Saint-Denis, logé lui aussi à Bobigny, et parti de ce logement à bord du véhicule Seat à 20h38.
S'agissant enfin des éléments qui m'ont conduit à requérir la mise en examen et le placement de détention provisoire de Jawad Ben Daoud, je suis en mesure de vous indiquer les éléments suivants. J'ai requis sa mise en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels, transport et détention en bande organisée de substances explosives, infraction à la législation sur les armes en bande organisée, le tout en relation avec une entreprise terroriste. Nous avons requis aussi son placement de détention provisoire à l'issue de ces 6 jours de garde à vue. Régime de 6 jours dont vous savez qu'il s'agit d'un régime dérogatoire à la durée habituelle des gardes à vue en matière de terrorisme et régime dérogatoire justifié par le risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger, ainsi que par les nécessités de la coopération internationale. Il est établi à ce jour, au vu des éléments du dossier, que Jawad Ben Daoud a mis à la disposition des terroristes, contre rémunération, le logement de Saint-Denis, après des échanges téléphoniques avec Hasna Aïd Boulhassen le 17 novembre. Il apparaît aussi que Jawad Ben Daoud s'était approprié en toute illégalité ce logement, qui lui servait de manière habituelle à des activités de marchand de sommeil, et qu'il a été ainsi en contact avec Hasna Aïd Boulhassen par une connaissance commune qui est elle aussi actuellement recherchée. C'est donc lui-même qui a accueilli les terroristes le 17 novembre vers 22h45. Il ne pouvait douter, c'est en tout cas ce que nous pensons au vu des éléments du dossier, au vu de ses échanges avec Hasna, au vu des modalités de la mise à disposition de cet appartement, au vu du comportement des individus hébergés, au vu enfin du contexte d'attentat venant d'être commis sur le territoire national, qu'il prenait part en connaissance de cause à une organisation terroriste. En outre, les investigations doivent se poursuivre pour déterminer son rôle exact, dans la mesure où il apparaît d'ores et déjà en lien avant et après les attentats, avec une ligne téléphonique belge, elle-même en contact avec une ligne utilisée par les terroristes. Jawad Ben Daoud est connu de la justice puisqu'il a été condamné à 5 reprises, et notamment par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, à une peine de 8 ans d'emprisonnement, le 5 novembre 2008, pour une affaire de coup mortel. Les investigations se poursuivent donc désormais sous la direction des juges d'instruction, afin d'identifier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la conception, à la préparation et à la commission de ces attentats, ainsi que tous ceux qui ont été amenés à les aider ou à leur procurer aide ou assistance. Je terminerai en disant qu'il en va maintenant de la responsabilité de tous et du devoir de chacun de préserver maintenant l'indispensable secret de l'instruction pour préserver la nécessaire efficacité des investigations. Le procureur